Allez, bonjour à tous, courage, on est parti pour 20 minutes, je vous rassure, c'est pas de la grande science, je veux un topo ludique, j'espère vous donner quelques idées, quelques tuyaux que vous allez pouvoir réinjecter au chevet du malade, pour les étudiants que vous allez accueillir et que vous continuez à former tout au long de l'année, pour aussi rendre finalement nos pratiques un peu plus vivantes. Donc voilà, je vais essayer de répondre à la commande qui m'était fixée. L'idée, c'était de vous dire pourquoi, quand et comment réaliser un gaz du sang, et puis peut-être, sans prétention, nous les paramédicaux, savoir un petit peu l'interpréter. Donc pour ce faire, un petit plan très rapide, vous le voyez, je ne vais pas m'éterniser, je vais surtout insister sur les indications de cet examen médical, et puis sur 3 étapes qui me paraissent essentielles, le préanalytique, l'analyse, bien sûr, la lecture, et puis le post-analytique, on le verra ensemble, et je saurai conclure rapidement, en attendant vos questions. Donc la législation, c'est très simple, vous la connaissez, je ne vous embête pas, ce sont les décrets, le code de la santé publique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une nouveauté arrive dans les cartons de l'État. Voilà, les métiers d'infirmier, infirmière vont devenir totalement universitaires. Donc peut-être avec eux, de nouveaux actes et de nouvelles compétences vont arriver en 2025. On y sera attentif. Pour les gaz du sang, je pourrais vous citer les 10 compétences infirmières que vous retrouvez dans le code de déontologie des infirmières et que vous retrouvez aussi dans une charte des 10 compétences infirmières, d'accord, qui était de 2009, juste avant l'universalisation, voilà, la première étape. Alors les indications, pareil, très simple, comme vous pouvez le voir, la réalisation des gaz du sang, on va la faire souvent dès l'admission de notre patient en réanimation ou en soins intensifs. Et comme vous pouvez aussi le voir, je vous l'ai marqué, tous les organes qui ont un enjeu vital vont être explorés grâce à cet examen sanguin, artériel. Donc tout d'abord, les indications d'insuffisance respiratoire. Là, je pourrais vous évoquez d'évaluer l'hématose de votre patient, rechercher l'hypoxémie ou une hypo, une hypercapnie, bien sûr, et écarter tout trouble associé. Je vais vous donner des exemples. Donc l'insuffisance respiratoire aiguë, ça serait la recherche d'hypoxémie. L'hypoventilation alvéolaire, ça serait peut-être la recherche d'hypercapnie. Sur l'hyperventilation alvéolaire, on pourrait citer le signe d'hypocapnie. Et puis l'évaluation d'une insuffisance respiratoire chronique, pensons à nos patients BPCO qui ont des taux de CO2 élevés de façon chronique. Pour les indications des anomalies métaboliques, comme vous pouvez vous en douter, on va retrouver toute la grande famille des états de choc, où on va rechercher essentiellement l'hyperlactatémie, les acidoses métaboliques, et puis toutes les défaillances d'organes. Donc la sévérité par exemple d'un sepsis, on pourrait rechercher là encore l'hyperlactatémie, l'acidose métabolique. Et puis peut-être vous citer que dans certaines situations, les gaz du sang veineux peuvent être réalisés en première intention. Et notamment peut-être dans certains patients BPCO, les acidoses diabétiques notamment peuvent être citées éventuellement. Dans le cas des diarrhées importantes, rechercher une acidose métabolique, les oligoanuries, les anuries avec l'acidose métabolique qui peut être associée. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. J'insiste un petit peu sur la lactatémie parce que de plus en plus de machines que vous retrouvez dans vos services qui dépendent souvent des services de biologie, de la biochimie par exemple, de votre établissement, donc dirigés par des médecins en biologie, vont permettre d'analyser donc la lactatémie. Donc ça c'est bien parce que c'est délocalisé, c'est facile, on l'a tout de suite et ça va aider grandement à la prise en charge de notre patient. Très rapidement, là encore, la réalisation. Donc, je m'adresse à des professionnels, donc je ne vais pas avoir d'être trop hargneux dès le bon matin. Quel site je pense que pour la majorité d'entre vous, le cathé artériel reste le lieu où vous allez pouvoir prélever ce gaz du sang. Malgré tout, il existera bien des moments où le patient n'a pas encore ce cathé artériel. Donc la voie radiale est souvent celle de référence.
bien sûr, on pourrait voir la voie fémorale, on peut voir d'autres voies, mais enfin, la voie radiale, c'est la référence. Le matériel, je vous mets une petite photo humble, voilà, pour ceux et celles qui débutent peut-être. Eh bien sûr, on peut aussi faire une ponction à l'aiguille, et là, on recherchera une aiguille de 22, de 23 gauges. Il faudra une seringue, et la plupart du temps, c'est une seringue qui est éparinée, qui est sécurisée, qui est identifiée à cet effet, hein, ce n'est pas la seringue de préparation du médicament. Quel volume? Bien sûr, si vous êtes sur cathé artériel, il faudra retrancher l'espace mort. Donc, en fonction du montage que vous avez dans votre institution, c'est 3 fois l'espace mort. Hein, si vous devez retenir quelque chose, c'est à peu près ça. Ça évitera que dans votre échantillon, on se retrouve avec des valeurs qui sont faussées, notamment sur la chlorémie ou le sodium. Et puis, ça va diluer votre échantillon. Donc, bien purger. Donc, on va dire que dans vos pratiques, je suppose que ça doit être au moins de 3 à 5 millilitres voilà, au quotidien. C'est pas sans poser problème à nos patients parce que tous les 14 jours, 15 jours, ils vont perdre environ peut-être 120, 130, 140 millilitres de sang. Donc si on veut parler épargne sanguine, on pourra en parler. Voilà. Quand faire le prélèvement? Eh bien, vous dire là aussi, je l'espère, juste un rappel, c'est-à-dire on peut le faire dans le cadre de l'urgence, bien sûr, vitale, on n'attend pas, et elle est immédiate, la réalisation du geste, mais lorsque vous surveillez des troubles au quotidien, eh bien peut-être le faire avant de stimuler votre patient, de venir le secouer, de venir lui créer une hyperventilation, peut-être sur de la douleur, sur la mobilisation totalement dans le lit. Bien sûr, vous rappelez, là encore, lorsque vous devez faire une ponction à l'aiguille, l'utilité du test d'haleine. Donc, je vous ai prévu, voilà, on va en discuter, sachant que vous avez la possibilité de le faire aussi, pas de façon toujours ludique, parce que le patient est sédaté, donc votre capteur de saturation viendra vous aider. Je suppose que vous le maîtrisez déjà. Et puis, bien, les techniques, elles vont être variées, notamment pour ceux qui ponctionnent à l'aiguille. Il y a des personnes qui ponctionnent entre leurs 2 doigts, d'autres viennent ponctionner devant leur index. Donc là encore, on pourra en discuter. Voilà, donc là je vous mets une petite image très rapide, très succincte, pour vous fixer les idées de ce geste assez ludique. Donc, excusez-moi, j'ai une petite vidéo, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Hop. Donc, elle est anglo-saxonne, ne m'en voulez pas. Je coupe le son comme ça, hop. Voilà, on ne l'entendra pas. Je vais la lancer, hop, on va aller vers 1 minute. Voilà. Donc, vous rappelez, messieurs, dames, que lorsque vous venez faire un gaz du sang, il faut bien identifier son patient. Donc, on est sur le bon patient. Il y a l'identitovigilance. Bien sûr, si il n'est pas porteur d'un cathé artériel, il va falloir ponctionner l'artère radiale. Donc, pour ce faire, on va venir vérifier la perméabilité de l'artère ulnaire à proximité. Donc là, on voit le professionnel qui réalise tout simplement la désinfection. Au préalable, il aura fait le test d'haleine, hein, c'est-à-dire qu'il vient comprimer l'artère radiale, l'artère ulnaire. On demande à la personne de serrer la main. On relâche la compression de l'artère ulnaire et normalement la paume de la main doit se recolorer. Ok. Voilà. La ponction à l'aiguille, c'est au moins 45 degrés. Parfois, vous êtes obligé d'abaisser cet angle parce que l'artère, elle est très superficielle, elle se trouve juste sous la peau. Voilà. Les seringues aujourd'hui, elles permettent que le sang monte naturellement à l'intérieur. Il y a un petit système de dégazage qui existe dans ces seringues un peu butterfly, hein, qui vont ensuite sécuriser l'aiguille. On va le voir, là, elle va appuyer dessus, paf, ça va venir sécuriser l'aiguille. Et bien sûr, à partir de là, il va falloir homogénéiser constamment, sans brutalité, son prélèvement pour aller vers votre appareil d'analyse. Juste avant, il va falloir faire un dégazage de votre seringue s'il reste des bulles. Et donc, les fabricants vous proposent aujourd'hui des petits bouchons de purge, déjà pour éviter les accidents d'exposition au sang. Donc, comme vous pouvez le voir, le professionnel porte des gants. Voilà. Et puis, bien sûr, la deuxième étape de cette identitovigilance, on identifie son prélèvement avant d'aller en préanalytique vers votre appareil, d'accord? Et donc là, ce qui est important à vous rappeler, c'est qu'il faut bien agiter votre prélèvement pour éviter, on va le voir, l'hémolyse, pour éviter
tout simplement des thromboses, si vous l'avez laissé sur votre paillasse, si c'est resté plus d'une demi-heure, et peut-être que ça peut coaguler. Et puis ça peut détruire aussi les hématies à l'intérieur, et ça va créer là aussi des dérives au niveau des mesures. J'y reviendrai. Le fabricant radiometteur, je n'ai pas d'action, mais vous propose des vidéos de formation sur le média YouTube. Je vous en montre une là, vous voyez, elle est très succincte, mais ensuite les autres vidéos sont des vidéos de diagnostic, c'est-à-dire qu'on voit un patient, l'un d'eux a un sepsis, l'autre une BPCO, l'un encore a une insuffisance rénale, et on essaye de voir ensemble la lecture des gaz du sang. Allez. Je reviens en arrière, je m'excuse, il faut que je reprenne ma souris, voilà, hop. Donc juste avant la lecture, le préanalytique, les copains, j'insiste lourdement, vous êtes tous habilités par votre service de biologie de votre hôpital en passant chaque année un quiz test, un quiz box, pour être sûr que vous avez bien les compétences sur cet automate. Je ne sais pas si c'est stigmatisé dans vos centres hospitaliers. L'idée, c'est d'avoir le règle des bonnes pratiques, de quel délai avant d'aller à son appareil, est-ce que je sais bien homogénéiser mon prélèvement, la cassette qui aborde mon appareil, elle dure combien de temps, et puis toutes les dérivées, voilà. Quand est-ce que le potassium peut être augmenté si j'ai fait une erreur préanalytique parce que j'ai laissé trop traîner mon prélèvement. Voilà, il y a une vingtaine de questions. Vous devez chacun le parcourir et il faut le valider avant de faire la lecture. Ensuite, vous allez sur l'appareil. Là, ce qui est important, c'est de renseigner la température de votre patient et peut-être son apport en oxygène avant de pouvoir venir essayer de faire de la science et de faire de la lecture. Alors, pour la lecture, excuse, c'est un peu avant 9h, je me dépêche. Il faudra savoir l'équation d'Anderson-Hasselbalch, que le pH égale constante plus le logarithme du rapport entre les bicars et la PaCO2. C'est juste pour vous dire que le pH est maintenu stable par l'action conjointe de votre poumon, qui maîtrise la PaCO2, et de votre rein, qui lui va gérer toute la production de bicarbonate. Donc normalement, dans un modèle théorique, ce rapport, cette formule montre que le pH est constant si ce rapport bicar-PaCO2 reste stable. Donc quand vous arrivez devant votre ticket de caisse, là, devant votre appareil, il va falloir se poser la question suivante. Y a-t-il un déséquilibre du pH? Est-ce que je sais l'identifier? Lorsque le pH est modifié, est-ce que le trouble il est de cause métabolique ou respiratoire? Et puis bien sûr, est-ce que ce trouble est compensé? Donc, on pourrait discuter de petits exercices assez ludiques. Je vous montre celui-ci, il est très humble. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la tic-tac-toe méthode, c'est-à-dire vous allez venir poser là sur ce petit schéma. Quand vous avez votre ticket de caisse en main, ce qui va être acide ou ce qui va être alcalin. D'accord? Donc, imaginons, j'ai un pH qui est abaissé. Je vais le mettre dans la colonne de gauche. J'ai un CO2 qui est très augmenté. Je vais le mettre encore. Ça va produire de l'acide. Donc, je vais me mettre dans la colonne de gauche. Et allez, on fait un cas hypothétique. Les bicars se sont élevés. Eh bien, on pourra se mettre sur le côté droit au niveau de l'alcalémie. Et donc là, on pourrait dire que ce trouble, il est tout simplement une acidose de cause respiratoire compensée. Voilà. Bon, vous voyez, je vous montre un exemple pour peut-être être ludique. Voilà ce que ça donnerait si, pour ceux qui n'auraient pas compris mes dires, voilà, on voit ici un pH qui est élevé. Donc, on le met du côté alcalin. Vous voyez le CO2 ici qui est élevé, donc c'est plutôt de l'acidémie. On le met du côté acidose. Et puis les bicars, qui eux aussi sont élevés, hop, on va le mettre à droite. Donc vous diriez qu'il est comment ce patient? Donc c'est une alcalose métabolique. Et est-elle compensée ou pas? Ouais, elle est un petit peu compensée. D'accord.
Allez, je me dépêche parce que je suis en retard. Je vous montre pas tout le diaporama, c'est pas le but. Il sera disponible voilà, sur le site du CREF. Je voulais juste parler avec vous de deux petites choses. Tout d'abord, votre geste, il doit servir avant tout la clinique du patient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet examen si la clinique du patient ne l'indique pas. Il faut savoir s'en détacher. N'oubliez pas que la clinique, la saturation, la coloration, la présence de sueur, enfin, tout ce que vous connaissez peut peut-être sursoir à cet examen. Vous rappelez le préanalytique. Quel besoin avez-vous? Peut-être de la formation, peut-être que dans votre service, l'appareil se trouve trop loin de vous et qu'à chaque fois, voilà, vos prélèvements restent sur vos paillasses et ça crée des erreurs d'analyse. Si vous avez à réaliser du transport parce que l'appareil il est délocalisé dans un autre service, eh bien c'est pareil, hein, après 30 minutes sur de la glace, vous risquez d'avoir peut-être de la thrombose, donc attention. Vous dire aussi que tous ces appareils ils ont besoin de maintenance, c'est coûteux, hein, je vais vous montrer là 2-3 chiffres, et puis n'oubliez pas, pour le post-analytique, tous ces petits rapports, il va falloir que l'interprétation elle soit pour vous ludique. J'en ai conscience, il faut que ça soit simple. Mais simple, ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas, ça ne veut pas dire qu'on n'analyse pas les choses et qu'on peut parler d'égal à égal avec son prescripteur sur ce qu'on a identifié au lit du patient. Parce que c'est ce qui va permettre, ensemble, d'appliquer le bon traitement. Regardez, je vous montre juste le coût de vos gaz du sang, à peu près de ce que ça coûte au quotidien. À peu près 17,50 €. Et là, on n'a pas encore rajouté la lactatémie. Et on n'a pas rajouté, par exemple, une méthémoglobine ou une carboxyhémoglobine si vous en avez besoin, si la situation le demande. Et on n'a pas rajouté, là encore, le prix de la seringue, votre temps à vous et tout le petit consommable qu'il y a autour. D'accord ? Donc on pourrait dire sûrement une trentaine d'euros. Donc vous voyez, quand vous le répétez, ça a un coût. Et puis pour rappeler, je l'ai cité tout à l'heure, le problème d'épargne sanguine. Hein, on spolie quand même nos patients assez régulièrement de leur masse sanguine. Si vous voulez aller plus loin, pour débuter, j'ai épuré un petit peu les ouvrages. Pour ceux qui débutent, les débutants, il y a un ouvrage de pneumologie là, aux éditions Masson. Pareil, j'ai pas d'action, mais il est très bien fait, il accompagne très bien. Vous rappelez qu'il y a un collège de médecine intensive qui a fait un très joli papier qui explique tous les troubles. Il y a même des petits exercices à la fin qui sont corrigés, donc ça permet de s'entraîner. Et puis, pour rappeler que nos fabricants d'appareils de laboratoire déportés, je vous cite deux marques, là, le GEM et l'ABL, hein, voilà, vous connaissez au moins leurs produits, ils proposent sur le média YouTube, sur le Meta Dailymotion, des formations. C'est-à-dire, c'est des petites vidéos en ligne, ce sont des exercices. Et sur leur site, il y a tout simplement tous les cours qui se rapprochent aux troubles hydroélectrolytiques et aux équilibres acido-basiques. Voilà. Alors en 20 minutes, je n'ai pas le temps, excusez-moi, de vous faire des cours à ce sujet. Mais voilà, pour aller plus loin, je vous invite à rejoindre ça. Et puis peut-être pour terminer, merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour votre présentation. Et maintenant, vous avez du temps pour 2 ou 3 questions. La soirée de congrès était vachement bonne. Hein, oui. Ils vous ont bien anesthésié. J'ai 2 questions à vous poser. La première question, sur certaines raisons, si la gazométrie artérielle n'est pas toujours réalisable, oui. Quelles sont votre alternatives? Alors, quand les gaz du sang ne sont pas réalisables, n'oubliez pas que le gaz du sang sur voie veineuse est possible. Le gaz du sang sur voie veineuse, il va vous apporter le CO2 veineux total. Et donc, ce CO2 veineux total, il va vous donner aussi du pH, bien sûr, mais sachez que la PaCO2 ne peut pas être supérieure à cette concentration totale de CO2. Donc déjà, ça vous renseigne. Et vous allez aussi le corréler avec la clinique de votre patient, d'accord ? Et notamment, je citerai les BPCO. Souvent, dans leur dossier, on retrouve leurs traces de la biologie antérieure. Ça permet de se rassurer, de savoir où nous nous trouvons.
D'accord? Donc ça, c'est une première alternative. Puis, n'oubliez pas qu'aussi, vous êtes en soins attentifs, en soins intensifs, en réanimation. On a d'autres moyens, notre saturation en oxygène, notre TCO2. Enfin, il existe plein d'autres monitorages. Alors oui, le TCO2, il y a un gradient, effectivement. Faut s'en méfier. Mais le sens clinique aussi peut prévaloir et c'est intéressant. N'oubliez pas que sur vos automates, le ionogramme, il est calculé, il n'est pas mesuré. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un automate de laboratoire pur et dur, il y a une potentiométrie, enfin, c'est assez technique, et les chiffres sont beaucoup plus fiables, donc le ionogramme sanguin peut être utile. Et puis, voilà, vous avez tous vécu le SDRA, là, récemment, malheureusement, et on va entendre parler les copains. Eh bien, là, on peut citer quand même que ce soit la SAT, le TCO2, ça nous apporte un sens clinique évident au chevet du malade. J'espère répondre à la question. Et la place de la gazométrie sur la voie veineuse centrale en réanimation? Alors, sur la voie veineuse centrale, peut-être que vous le pratiquez d'ores et déjà. Vous le savez, c'est... Par rapport à la voie artérielle, c'est une voie qui est à plus haut risque infectieux, sachant que la voie artérielle, c'est un risque de thrombose essentiellement. Vous allez le retrouver, là aussi, c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir mesurer la SVO2, la saturation veineuse en oxygène. Ce qui est bien aussi par cette voie, alors si vous la prenez sur les troncs supraortiques, sur un cathé sous-clavier, jugulaire, bon, il y a peut-être les adeptes là de la soin de Gans qui aiment bien en plus venir monitorer le débit cardiaque, mais vous allez avoir comme ça un marqueur pour savoir si votre patient, il circule, s'il consomme de l'oxygène, donc si ses organes perfusent, si finalement son métabolisme fonctionne. Donc, en gros, il nous apporte quelque chose. Le souci, c'est ce problème infectieux. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir le reproduire toute la journée. J'ai essayé de chercher sur quelle voie on pouvait prélever. Ça va vous faire sourire. Beaucoup de laboratoires publient la voie veineuse proximale, enfin la voie centrale proximale. Alors quand vous avez vos amines pressives, c'est peut-être pas le bon moment de prélever. Mais bon, et de plus, ils vous font un robinet de proximité. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, un robinet à 30 cm de votre patient et qu'en plus il y a l'alimentation parentérale ou que sais-je, bon, il va falloir tirer beaucoup de sang, c'est peut-être 20 cc qui vont partir à la poubelle pour avoir un résultat plus ou moins fiable. Que veut dire de plus? Allez, je vais en rester là pour cette question. Enfin, je ne veux pas trop aller trop loin. Vous avez des questions? Bon, ma dernière question alors. Mais quand vous recevez un résultat de gazométrie, comment vous pouvez détecter des erreurs de manipulation sur l'échantillon? Bien sûr. Alors, ça, c'est votre pratique à tous. On a dû vous le dire. Si vous n'avez pas bien homogénéisé votre prélèvement, ou si au contraire vous l'avez secoué comme un prunier, ben, vous risquez d'avoir du potassium qui s'est libéré par l'hémolyse de votre échantillon. Ben, si vous l'avez laissé trop longtemps, ben, il a pu coaguler, ce qui fait que quand vous arrivez dans votre appareil, ben, il n'y a pas de résultat parce que ça vient boucher votre aiguille et le prélèvement est impossible. Vous rappelez aussi que, je l'ai dit tout à l'heure, le CO2 total et celui que vous avez sur la gazométrie, il y a un gradient qui est supérieur, je crois, à 2 millimoles par litre. Donc si vous voulez pouvoir comparer, ça devrait rester possible. Et puis il y a toutes les réactions cellulaires. Il ne faut pas oublier que si vous laissez l'échantillon, les réactions cellulaires continuent à l'intérieur de l'échantillon. Donc vous pouvez avoir la consommation d'oxygène, les cellules continuent à puiser, et vous allez avoir un trouble de PaO2, pour avoir un CO2 qui est faussement élevé, un petit déjà résidu de lactatémie. Voilà. Donc plus vite vous allez réaliser l'examen entre le moment où vous le prélevez et le moment où vous l'analysez, et meilleure sera la fiabilité de votre examen sanguin. Il a une question? J'avais une question par rapport à l'appareil au sein du service qui analyse le sang. Du coup, en quoi ça change quoi dans l'organisation une fois que vous avez l'interprétation, c'est protocolisé en fonction de si vous allez voir le médecin directement ou lui il regarde sur l'ordi ou
Comment ça fonctionne? Ça change quoi? Il y a plusieurs choses. Si le prescripteur vous demande un examen, c'est qu'il va être attentif à venir voir son résultat. C'est-à-dire que si je l'ai prescrit à 8 heures, c'est que je veux vraiment le voir à 8 heures. C'est sûr que s'il est vu à midi, ça a eu le temps de changer. La clinique du malade a pu changer entre le moment où on va voir le résultat du prélèvement sanguin. Donc moi, ce que je préconise, c'est que d'une fois que vous l'avez, le résultat, si vous avez identifié qu'il y a un trouble, vous allez me dire que c'est du bon sens paysan, mais c'est d'aller voir rapidement son prescripteur pour lui dire il y a une modification. Voilà. Pour ceux qui peuvent travailler parfois avec une équipe où il n'y a pas de senior à bord, vous êtes avec un interne, c'est intéressant là aussi de créer ce lien pour qu'il y ait vraiment coordination entre pourquoi j'ai fait un geste, à quoi il va me servir et qu'est-ce que je vais en faire derrière. Est-ce que c'est suivi d'une action? Parce que si c'est pour faire un geste pour un geste, vous voyez que derrière, il n'y a pas d'action sur le patient. Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile? Peut-être juste en lien avec cette question, qui n'a pas d'automate dans son service, du coup? Ah oui, c'est quand même la majorité, du coup. Donc effectivement, nous, toutes les réanimations du CHU sont pourvues d'automates, donc c'est vrai que c'est facile, parce qu'on fait les gazos, on va les analyser dans la foulée, donc c'est très pratique, mais effectivement, tu parlais tout à l'heure des conditions de prélèvement, d'acheminement du prélèvement. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, du coup, vous faites une tournée de gazos, vous centralisez, quelqu'un les emmène dans la glace, c'est comme ça? Genre un pneumatique? Ouais. Les gazos? Des sacs parachutes, mais c'est les Ah oui, ok. Ce que j'allais dire, si elle voyage et qu'elle se fait secouer dans tous les sens. Ok. Alors pour le coup, ça permet peut-être des prélèvements plus raisonnés si vous devez les envoyer effectivement à chaque fois. Nous, c'est peut-être ce qui peut faire un petit peu l'abus, c'est d'avoir l'automate à disposition et du coup, c'est facile. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à avoir la gazométrie un peu facile. Le problème de riche, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est pour tous ceux qui les envoient dans les pneumatiques ou sur des lits de glace, parce que c'est vos pratiques, voilà. Soyez bien attentifs sur le délai. Quand est-ce que vous faites votre examen? Il faut être réactif, il faut l'envoyer tout de suite. Et il faut être réactif aussi, mais ça, c'est pas vous qui le maîtrisez, hein, c'est de l'analytique, c'est ceux qui vont réaliser l'analyse. C'est-à-dire que si les copains vous laissent tous ces prélèvements en attente une demi-heure de plus, eh ben, il va forcément y avoir des erreurs d'analyse. Donc, pensez bien à corréler le chiffre que vous avez sur les yeux et la clinique de votre patient. C'est souvent le patient qui a raison. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci.